Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur avec Rust, puisque Polydomso nous a quittés malheureusement une nouvelle fois. Et Ouais. si vous voulez que Polydomso revienne, mettez le plus de pouces bleus possible et de commentaires #FreePolydomso. Ouais. Bien, mon cher Rust, Je suis Polydomso. exactement, avant de commencer, on a une petite annonce, puisque ça y est, on nous demandait énormément, on nous posait énormément la question, comment pouvons-nous soutenir le podcast La Sueur ? Eh bien, nous avons trouvé quelque chose, une solution qui, je l'espère, va convenir à tous. Si on va lancer les sessions Super Chat. Les sessions Super Chat, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, une fois toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, un live La Sueur sur un thème donné. Et donc, on vous donne rendez-vous samedi, très précisément, avec Polydomso, puisque Rust, là aussi, va nous abandonner samedi prochain. #FreeRust pour qu'il revienne de sa prison dorée. Donc samedi 28 à 15h, première session Super Chat La Sueur. On va parler d'Israël Adesanya contre Robert Whittaker. Ensuite, il y aura une session rattrapage avec Rust, mais là, ce sera l'analyse avec Polydomso. Plus quelques questions ici et là. Vous pourrez poser vos questions lors de cette session Super Chat d'exception. Et si vous le souhaitez, bien évidemment, soutenir La Sueur, ça nous fera énormément plaisir. Bien, mon cher Rust, on va parler des actualités du moment. Et le deuxième no contest sans décision, le plus rapide de l'histoire de l'UFC, 15 secondes entre Yair Rodriguez et Jeremy Stephens, un combat magnifique, n'est-ce pas ? Bah, en vrai, c'est à peu près la durée c'est à peu près le temps qu'a duré, par exemple, un McGregor José Aldo. Donc, il s'est passé des trucs, hein, étonnamment. Étonnamment, j'avais déjà l'impression que Rodriguez était en train de commencer à vraiment trouver la faille chez Stephens. Mais évidemment, j'en rajoute parce que ça fait 15 secondes et on peut rien en déduire. Je sais bien, j'en rajoute. Mais n'empêche que il commençait déjà à mettre les bons front kicks comme il faut, à mettre les calf kicks, les low kicks sur les mollets bien comme il faut, et ça déséquilibrait déjà Jeremy Stephens. Sauf que au bout de 15 secondes, il y a eu un high poke. Alors, tout le monde s'accorde à dire qu'il est accidentel, j'ai l'impression. Oui, je suis d'accord. Moi aussi. En fait, je suis d'accord parce que, donc, je sais plus, je crois qu'il le met après un front kick et après un petit peu comme, Tout à fait. comme quand tu mets, je sais pas, tu mets un middle et après tu repousses l'adversaire ou un truc comme ça. Oui, il n'y avait pas ce côté bras tendu, enfin doigt tendu. Ouais, voilà, il n'y avait pas le côté John Jones comme ça direct. Mais donc c'est vrai que c'est probablement accidentel parce qu'il met son kick et après pour jauger la distance et garder la distance, il met sa main un petit peu comme ça et en gros il racle un peu comme dans 3 avec Brad Pitt quand les mecs meurent, il ferme les yeux comme ça. Il a fait pareil. D'ailleurs il a réussi tout aussi bien puisque ça a complètement arrêté le combat. Et en gros, alors déjà premièrement, vraiment j'espère que les fans ne jugeront pas Jeremy Stephens parce que il n'y a aucun doute, mais aucun, que c'était pas du cinéma. Enfin, oui, et c'est pour ça, moi, j'ai été un petit peu déçu de notre cher ami Yair Rodriguez. Il dit oui, j'y crois pas trop parce que Jeremy Stephens, qui a affronté tous les plus gros guerriers de l'histoire de la catégorie, qui peut pas ouvrir l'œil après 5 minutes, s'il y a bien un mec qui va pas faire semblant, c'est impossible. Alors non seulement ça, parce qu'on connaît le Lascar et on sait que Jeremy Stephens c'est un animal, c'est un mec, il est né pour ça, il n'abandonne pas. Il est, vraiment, lui, il y a des athlètes, il y a des combattants, il y a des guerriers. Lui, c'est vraiment un guerrier dans l'âme. Et en plus de ça, au-delà du fait qu'on connaît son background, ses antécédents, et on sait que c'est pas du tout le type à faire ça. Et en plus de ça, il y a un truc qui, pour moi, c'est le coup de marteau sur le dernier écrou, Et en gros, c'est le fait que il a passé, donc on le dit souvent parce que le combat était à Mexico, en altitude, tu as besoin d'être préparé, c'est ce qui avait coûté le combat à Cain Velasquez parce qu'il n'était pas préparé à l'altitude, donc il a gassé au bout d'un round. Et pour contrer ça, Jeremy Stephens il avait sacrifié, parce que du coup il n'avait pas vu sa famille, il était parti 6 semaines avant le combat, 1 mois et demi qu'il a été passé tout seul avec son équipe à s'entraîner à Mexico, donc il n'a pas vu ses filles, il n'a pas vu sa femme. Et vraiment, c'est vraiment le genre de sacrifice ultime que font les combattants dans ces cas-là. Et j'ai beaucoup de mal à croire, vraiment beaucoup de mal à croire qu'il aurait tout sacrifié pour, au bout de 15 secondes, voir un moyen de s'en sortir sans prendre trop de dommages. Et non. C'est incohérent, ça n'aurait pas de sens, ça ne correspond pas à la personnalité du Lascar. Donc voilà, vraiment, s'il faut en retenir quelque chose, je comprends. Alors je peux comprendre au niveau psychologique, je pense,
Yair Rodriguez, parce que, en gros, visiblement, le mec était vraiment, il était tellement prêt aussi. Ah, il était dans la zone, c'était. Exactement, ça s'est vu quand il y a Michael Bisping qui est arrivé dans la cage et qui a essayé de le toucher. Il avait comme ça. Et j'ai bien aimé comme il s'est rendu compte ensuite. Ah, merde, c'est Michael Bisping, je vais peut-être me calmer. Mais ouais, voilà, clairement, il était. De toute façon, les deux étaient tellement hypés, ils étaient tellement vraiment dans la zone, comme tu disais, que tu fonctionnes pas de manière normale. C'est-à-dire que tu t'assembles pas tes pensées de manière normale. T'es pas lucide de manière normale. Mais surtout un combat comme ça, en 15 secondes, ils ont même pas eu l'occasion de montrer ce à quoi il s'était préparé et ce pourquoi il s'était préparé, parce que ça doit être tellement frustrant pour eux. Comme tu dis, entre Jeremy Stephens, 6 semaines à Merico, Yair Rodriguez qui n'avait pas combattu quand même depuis son KO à la dernière seconde contre Korean Zombie. Les deux mecs avaient les crocs, et en plus, Yair Rodriguez qui n'avait pas rempli la salle seul. Mais je veux dire, il y avait Cain Velasquez qui était présent, Rafael Marquez, l'ancien capitaine de l'équipe de football mexicaine. Donc franchement, tu te dis, oh, putain, finir là-dessus, et puis avec le public de Merico vraiment qui a régalé. Hein. Il nous a fait une brésilienne en jetant les canettes et en jetant la bière et les trucs comme ça sur Stevens. Mais pour les trucs auxquels j'ai pensé, c'est putain les pauvres journalistes qui étaient là, qui sont tout pris. Est-ce que t'as vu, mec, cette vidéo? Elle est incroyable. Le mec qui est sous la table. Il y a un des deux commentateurs qui mais en plus, ok, bon, c'est vrai que mais ça va, c'est pas non plus gilet jaune, t'as pas une chance de te prendre un pavé, faut pas déconner, tu vois. Et il y a Michael Bisping qui était en train de commenter le truc et de regarder un peu ce qui se passe, et t'as son commentateur à côté, collègue, qui s'était mis sous la table en mode tremblement de terre Kyoto. Apocalypse. Le mec commençait à creuser son abri anti-atomique, donc c'était assez marrant. Mais bon, évidemment, ça c'est marrant, mais en revanche, c'est marrant 5 minutes. Hein. Voilà, ce qui l'est beaucoup moins, c'est que non, clairement, c'est des comportements qui sont absolument. C'est évidemment que les fans sont frustrés et c'est compréhensible, mais qu'est-ce que tu veux y faire? À un moment donné, le gars s'est pris un coup dans l'œil. Bon. Ouais. C'est clair que c'est vraiment frustrant, mais de là à balancer ta foutue pinte, c'est un petit peu débile. Mais donc voilà. Surtout que tu as payé cette pinte-là, et sûrement assez cher. Donc bois ta pinte. Ouais, bois ta Corona, bois ton. Mais après, bon, c'est vrai que voilà, c'est ce que disait aussi, c'est ce dont il faut se rendre compte, même si ça, évidemment, ça ne justifie absolument rien. Il ne faut jamais, c'est complètement con de jeter des trucs aux athlètes. Disclaimer de la sueur. Ouais, attention quand même. Hein. Mais en revanche, c'est ce que disait Yair Rodriguez, et c'est ce pourquoi il était particulièrement frustré. Et après, même quand il a eu le temps de refroidir un peu et qu'il était au bureau de ESPN, et il continuait à dire ça se trouve, il fait semblant, je sais pas. Tu sens qu'il y avait encore un peu de ressentiment. Et c'est parce qu'il disait, Yair Rodriguez, je sais que les gens qui viennent là à Mexico et qui ont payé pour venir voir ça, c'est des gens, ils ont économisé. Ils viennent pour penser à autre chose et pour sortir un peu de leur train-train, etc. Et on leur fait ça et on leur coupe l'herbe sous le pied et ils n'ont rien de ce pourquoi ils étaient venus. Et c'est vrai qu'il comprend cette frustration. Complètement. Donc voilà pour ce. Parce que oui, à part ça, il n'y a pas beaucoup. Oui, non, à part ça, il n'y a pas eu grand-chose. Bien, mon cher Rust, on va parler maintenant de l'UFC 245. Dana White, le président de l'UFC, nous a promis 3 combats pour le titre. Donc déjà, premier point, Conor McGregor qui a dit 14 décembre à Dublin, ça n'arrivera pas. Voilà, on est désolé. Il sera peut-être le 14 décembre à Dublin, mais tout seul. Voilà. En fait, le mec, il a confondu Twitter avec son appli calendrier sur son iPhone. Bref, donc s'il veut combattre le 14 décembre, ce sera à Las Vegas. Dana White a dit 3 title fights. Donc il y a Germaine de Randami, Amanda Nunes pour la ceinture bantamweight. Et le fraîchement annoncé, mais qui était, on va dire, dans les cartons depuis un moment, Alexander Volkanovski contre Max Holloway. Combat qui devait être à Melbourne, l'UFC 242. Mais ça s'est tellement bien vendu finalement que l'UFC s'est dit, ok, on va se garder ça pour une autre carte. Ça, c'est extraordinaire quand même, ça. C'est magnifique. Et donc là, la question que les gens se posent, c'est finalement quel va être le 3e combat, sachant que Holloway contre notre cher ami Volkanovski, ça ne va être au maximum que comme main event. Donc là, il y a plusieurs options. Le retour de John Jones. Deuxièmement, le retour de Habib contre vraisemblablement Tony Ferguson, qui fait du lobbying pour cette date du 14 décembre. Et Colby Covington contre Kamaru Usman. Alors, mon cher Russ, quel va être, selon vous,
finalement le fameux combat qui sera main event. Bah, là, comme ça, à brûle pour point, je pense que John Jones serait peut-être le plus cohérent. En fait, je fonctionne surtout. Et c'est là que la deuxième question subsidiaire. Pardon, c'est quoi? La deuxième question, c'est contre qui John Jones, sachant que Blachowicz a été booké contre Jacare Souza, le combat qui est sorti. Ouais, et tant mieux, hein, parce que si John Jones nous avait encore mis une petite quenelle en nous disant attention, énorme combat, et c'était contre Blachowicz, franchement, là, on aurait commencé à mal le prendre. On a quand même eu un fidèle auditeur qui nous a dit mais Blachowicz mérite 1000 fois le titre. Là, c'est plus une question de prestige aussi. Évidemment, là, il mérite un peu, mais c'est pareil. Pour moi, tu peux pas t'être pris un chaos de l'espace contre notre ami Thiago Santos, ensuite battre un Luke Rockhold qui fait son premier combat en light heavyweight et dire je mérite le title shot, sachant qu'il est classé 6e, je crois, Blachowicz. Bon. Ouais. En fait, ça veut encore une fois en dire long sur l'état de la catégorie, ça c'est clair. C'est pas passionnant parce que du coup, t'as pas une impression qu'ils se tirent la bourre en fait. T'as pas une impression de compétitivité extrême. T'as l'impression de gens qui font genre, et je sais que c'est pas exactement ça, mais t'as l'impression que c'est des gens qui font une victoire, une défaite, et dès qu'ils arrivent à accrocher 2 victoires, ok, ça y est, faut les mettre contre John Jones pour le titre. Donc c'est un peu pauvre. Mais donc heureusement, ce ne sera pas Blachowicz, et heureusement, voilà, on dit heureusement parce que pour tout ce que je viens de dire. J'espère que ce sera contre un poids lourd. Franchement, à ce stade, n'importe quel poids lourd, j'ai envie là. Je veux juste mais ce ne sera pas un title fight. Eh oui. Ben oui, je suis con. Et donc là, la promesse est caduque. Et oui, et c'est ça en fait, moi, toutes nos hypothèses là partent en Lamborghini, parce que le problème, c'est que Dana White a annoncé qu'elle allait avoir Stipe Miocic contre Daniel Cormier 3. Donc ça veut dire que John Jones, il est out. Mais dans ce cas-là, je me dis pourquoi est-ce que John Jones a tweeté en disant big news coming soon, parce que ah ouais. le mec, en fait, il a à nouveau popé avec Lusana. il en fait du second degré, il s'en branle. C'est vrai que du coup, je sais pas, parce que big news, en light heavyweight, il n'y a aucune big news. Tout à fait. Et puis surtout que là, les mecs intéressants, donc à savoir Dominic Reyes-Weidman, vont bientôt combattre. Ouais. Il y a Johnny Walker contre Corey Anderson, c'est pas bientôt combattre au CEFC 244. Et Blachowicz, Jacare Souza, ils vont aussi bientôt combattre. Donc, je pense qu'on peut sortir light heavyweight visiblement. Hein. Oui, sachant qu'en plus, après, il y a aussi, là, je pense que c'est impossible parce qu'ils ont le même manager. Mais Yoel Romero a dit aussi je reviens bientôt. Mais là, je pense que c'est moi et mon esprit, on va dire, pervers qui me joue des tours. Parce que... Ouais, et puis pour le coup, Romero... tu peux pas avoir un title shot après 3 défaites consécutives. Quoi. Ouais, bon, s'il y a bien... Bon, attends, Nick Diaz l'a fait, je crois, il était... je sais plus, mais tu sais, il avait perdu contre Condit. Il avait perdu contre Condit, oui. Et du coup, ouais, bon, c'est après une défaite, mais bon, après, j'ai envie de dire, s'il y a bien un mec à qui on pourrait donner un truc... Parce qu'en plus, bon, 3 défaites d'affilée, d'accord, mais défaite, really? On va se faire déboîter, mais ça, c'est... j'en croustille. Vous êtes sérieux, la sueur? Non, oui, quand c'est Daniel Cormier qui perd, alors là, ça y est, il est fini, c'est la retraite. Par contre, quand c'est Yoel Romero... Hein. Ouais. Ah non, moi je l'avoue, j'ai complètement un biais avec Yoel Romero. Je suis totalement biaisé. Mais en fait, on a testé d'ailleurs son régime à base d'eau et de sucre, ça fonctionne. Ah bon, on a testé? Non, mais on n'a pas testé, mais il fallait... Ah oui. Excuse-moi, putain. Non, mais parce que tu sais, je me souviens que tu avais parlé à Francis Ngannou qui disait qu'il se nourrissait visiblement essentiellement de miel et d'amandes. Donc, ok. Oui. Donc, ça, j'ai essayé, ça marche pas, je ne deviens pas Francis Ngannou. Mais, oui, alors tout ça pour dire que, Yoel Romero, je sais, on va encore se faire allumer, mais la raison pour laquelle, un peu plus sérieusement, vraiment, très sérieusement, je n'aurais pas de problème, je pense, à ce qui est un Yoel Romero qui monte direct en light heavyweight et qui combat John Jones. Oui, mais surtout, regarde les derniers challengers. En fait, déjà, regarde les derniers challengers et ok, il n'aurait pas fait ses preuves en light heavyweight, d'autant plus que sa seule incursion en light heavyweight, il s'est fait torcher. Mais bon, il s'est fait torcher contre Fei Jiao à une époque où il avait à peine commencé le MMA en fait. C'était son premier combat au Strike Force en plus, donc paye ton baptême de feu, hein, j'ai envie de dire. Ouais, super, le baptême de l'air de l'horreur. Mais en plus, voilà, il venait vraiment de faire la transition de la lutte au MMA, il n'y connaissait rien. Donc il s'est cramé en gros parce qu'il n'avait pas les mêmes techniques qu'il avait maintenant, il n'avait pas la même gestion de l'énergie sur un combat de MMA qu'il avait maintenant. Et donc voilà, mais
au-delà de ça, clairement, maintenant, il a démontré que c'était un des meilleurs combattants de la planète. Combattant 2 fois Whittaker et une fois Costa. À chaque fois, c'était des guerres absolues. Il a montré qu'il était ultra technique, compétitif, qu'il savait gérer son énergie, qu'il était intelligent. Et je pense que maintenant où il en est de sa carrière, avec l'expérience qu'il a accumulée, je pense, d'autant plus qu'il fait au moins facile 100 kilos dans la vie de tous les jours. Tout à fait. Je pense qu'il pourrait, si vraiment l'opportunité lui était proposée, gérer une montée en light heavyweight de façon beaucoup plus judicieuse, beaucoup plus travaillée, beaucoup plus professionnelle, d'autant plus que maintenant il a toute une équipe avec lui à ATT. Donc très franchement, alors pareil, je sais qu'il y a des fans de Blachowicz qui disent qu'il est méritant, il l'est, mais à choisir, si on avait dû, tu vois, entre un Blachowicz et un Yoel Romero pour le titre contre John Jones à l'UFC 245. Alors là, mais Team Romero all the way. Oui, surtout qu'on va pas se mentir, stylistiquement parlant, tu vois, Blachowicz, j'ai envie de te dire, pour quelqu'un qui s'est fait nettement dominé par Alexander Gustafsson au sol, quand Alexander Gustafsson en revenait, tu vois, j'ai pas envie de voir la même chose contre John Jones, parce qu'on sait que si t'as à un moment donné une petite alerte debout et que si putain il est un petit peu puissant, on sait très bien comment ça va se finir. Alors que Romero, là, pour le coup, il posera un pain. Si on fait la preview, si même dans tout l'avant-combat, et même Jones, je pense que lui-même se dirait, putain, là, je vais être un peu coincé avec ce mec-là. Et donc, ce serait intéressant, parce que c'est vrai que John Jones, avec tous les combats qu'il y a eu, aujourd'hui, on sait un peu où est-ce qu'il peut s'en sortir. On sait où il peut s'en sortir, et en fait, vraiment, je suis d'accord avec toi, parce qu'on en est rendu au point où on sait, il a une telle intelligence dans la préparation, et il a une telle intelligence de combat, qu'on sait que si tu combats John Jones avec des armes classiques, et en étant un petit peu prévisible dans ta manière de faire, ce qu'est Blachowicz, il est très bon, il est puissant, il est complet, mais il n'a pas ce petit. Oui. Il n'est pas spécial en tant que combattant, en fait. Je sais que c'est très dur ce que je dis parce que c'est un combattant d'élite, mais il n'a rien de spécial. Et je pense qu'à ce stade-là, il faut soit être imprévisible, soit vraiment. Il faut amener quelque chose qui fait que tu peux faire douter au moins dans un des secteurs John Jones. Et je pense que Blachowicz, à mon avis en tout cas, John Jones l'aurait très vite cerné. John Jones l'aurait étudié, travaillé à l'entraînement et aurait réussi, je pense, sans trop de mal à s'en départir. Tandis que et surtout avoir de quoi, on va dire, lui enlever une arme à John Jones. Parce qu'on l'a vu avec Thiago Santos, il ne pouvait pas se servir de sa lutte. Contre Gustafsson, le premier combat, c'était debout, c'était extrêmement compliqué face à la boxe. Donc là, Blachowicz, il n'a pas, dans ce qu'on a pu voir. C'est pas un spécialiste, quoi. Exactement, à part, on va dire, ce Polish Power, il n'y a pas grand-chose qui. C'est pour ça. Tandis que Yoel Romero, quoi qu'on en dise, et peut-être qu'il n'est pas méritant en light heavyweight, mais n'empêche qu'il apporte des trucs. Si tu n'es pas préparé, et encore, même si tu es préparé, tu chimoues pendant tout le combat quand même. Tout à fait. Donc voilà, ce serait intéressant. Alors, après, ils sont potes, c'est ce qui est embêtant, et ils partagent le même manager. Ils sont potes, mais c'est un psychopathe, tu vois, Romero, ils sont clos. mais honnêtement, je pense que ça s'est vu très souvent. On vient de faire un title fight sur un truc. Book it, Dana. Il n'y a plus qu'à. Mais en gros, oui, non, je pense qu'ils pourraient combattre sans aucun problème. Enfin, en fait, finalement, c'est assez rare les combattants qui, même quand ils sont amis, disent qu'ils ne combattront jamais. Il y a les frères Diaz qui ont fait ça avec toute leur team, qui ont dit qu'ils ne combattraient jamais, etc. Mais finalement, en réalité, on l'a vu avec Masvidal, par exemple, et il y a beaucoup de gens qui pensent de la même manière que Masvidal. On est amis, mais si c'est pour un combat, que ça permet d'avoir le titre ou de décrocher 500 000 balles et de nourrir mes gosses pour les faire entrer à l'université, on va signer, quoi. Donc il n'y aurait pas de souci, je pense, même s'il y a une amitié, en tout cas, entre John Jones et Yoel Romero. Donc voilà, tout ça pour dire que pourquoi pas. Pourcentage de chances que ça se produise 20%. Allez, 20%. Next, l'autre, finalement, title fight potentiel, et qui là, pour moi, en fait, on va dire que Colby Covington contre notre ami Kamaru Usman, on va dire, c'est le plus probable. Je le mets à 75-80%. Mais pour la carte de fin d'année, le dernier pay-per-view de l'année, je trouve que c'est un petit peu, je pense que tu vas être d'accord avec moi, ça manque de prestige, et généralement, l'UFC nous a habitués. Certes, il y a eu c'était quoi, Chris Cyborg, Holly Holm et Habib contre Edson Barboza, mais d'habitude, à la fin de l'année, c'est là qu'ils sortent l'artillerie lourde. Donc finir là-dessus, un peu léger.
un peu léger. Donc c'est pour ça que moi je pense que le Habib contre Tony Ferguson, j'ai bien envie de mettre une piécette dessus parce que Habib n'a pas complètement fermé la porte. Tony Ferguson met une pression de ouf pour qu'il y ait ce combat-là qui se fasse en décembre. Et à la base, le plan de Habib, c'était quand même de pouvoir de pouvoir combattre 2 fois cette année. Donc, Ouais. et ce serait beau. Franchement, ce serait une fin d'année parfaite. Je sais pas. Ce serait vraiment parfait. Alors, j'étais en train de me demander, parce que je sais plus pourquoi exactement, mais je crois que dans les dires de Khabib après son combat, il m'avait semblé qu'il avait vraiment envie de prendre un peu de temps avant son prochain combat. Et 14 décembre, bah, ça vient très vite, c'est 2 mois et demi, je crois. Et donc, ça me semblerait tôt. Après, d'un autre côté, ça aurait du sens parce que visiblement, l'UFC commence enfin à pousser ou en tout cas à inscrire dans l'esprit des gens le fameux GSP Khabib. Ouais. Là, pour le coup, ça nécessiterait au moins 6 mois de préparation, ne serait-ce que pour faire un build-up pour l'UFC, etc. Et donc là, ce serait le moment entre si jamais Khabib combat le 14 décembre, entre le 14 décembre et le combat potentiel contre GSP, qui serait du coup, à mon avis, en août dans la Fight Week, je sais pas trop quoi. Hein. Là, à mon avis, le calendrier aurait du sens. Donc, dans ce cas-là, je vois bien effectivement pourquoi pas Khabib accepter de combattre Tony le 14 décembre. Complètement. Et puis surtout, c'est le genre de combat. Enfin, contre Georges Saint-Pierre, je pense que c'est en train de se faire. Là, ça y est, la machine est lancée. Mais je pense que Georges Saint-Pierre, tu vois, tu peux pas lui demander comme ça. Ça y est, fais ton weight cutting, par exemple. Enfin, commence à te préparer à descendre pour la première fois de ta carrière pour février. Tu vois, c'est quelque chose qui doit se préparer sur la durée. Donc tu peux pas vraiment lui demander de faire ça maintenant. Donc il faut du temps. Et si tu fais le combat contre Ferguson le plus tôt possible, ça permet aux deux mecs d'avoir extrêmement de temps pour se préparer, un peu comme quand ils avaient annoncé, tu sais, Cormier Miocic, ils l'avaient annoncé dès janvier, une fois que Miocic et Cormier, qui avaient combattu à l'UFC 220, avaient gagné. Comme ça laissait autant aux mecs de Cormier de monter et Miocic de se préparer pour le plus gros défi de sa carrière. Donc je pense que pour les deux, c'est mieux si tu te dis, vous avez 6 mois pour clairement taffer dessus, parce que... Ouais, complètement. Donc le calendrier, honnêtement, a du sens. Ouais. Là, ça s'agencerait pas mal. D'autant plus que, ok, ça fait relativement tôt, 2 mois et demi, donc ça va quand même pour une préparation, mais en plus de ça, ils ont été prévus 4 fois. Ils se connaissent par cœur. Ils se connaissent par cœur, ils se sont déjà entraînés, ils ont eu déjà des camps d'entraînement complets dédiés l'un à l'autre et l'autre à l'un. Donc ils se connaissent, ils savent. Donc je pense qu'effectivement, s'il y a bien, alors qu'il est énorme, hein, le combat, et ok, ça nécessiterait du temps de marketing et tout ça, mais s'il y en a bien un qu'on peut un tout petit peu plus accélérer, c'est celui-là, parce que voilà, ils se connaissent et là, il faut qu'on enquille, et ils le peuvent parce qu'ils ont déjà taffé, quoi. Et surtout, en plus, ça respecterait, comme tu dis, une fois de plus, mon cher Rust, au niveau calendrier, parce qu'il disait qu'il voulait combattre effectivement Habib en avril aussi, traditionnel mois d'avril, parce qu'au niveau du Ramadan, pour lui, c'est parfait ensuite pour faire sa pause. Et là, si tu annonces le combat de décembre, Habib-Tony, tu peux déjà dire, par exemple, on va mettre Georges Saint-Pierre cage side. Enfin, ils peuvent déjà commencer à taffer là-dessus. Parce qu'après, ok, tu te dis, tu as toujours une possibilité que Tony Ferguson l'emporte, mais pareil, ça fait du storytelling. Il commence à mettre les caméras. Si jamais Habib gagne, tu le fais entrer au milieu de la cage. Et puis là, tu sais que tu as 4 mois, les mecs peuvent s'entraîner à fond. Tu as la machine qui est lancée. Parce que ce que je reproche un peu avec l'UFC, c'est vrai que ces derniers gros fights, par exemple, Conor Habib qui avait été annoncé 5 semaines avant, c'est un peu trop tôt, tu vois. Ou même quand ils avaient fait McGregor Mayweather, c'était aussi, il y avait eu 1 mois avant l'officialisation. Un combat comme ça, même si les mecs, tu sais qu'ils se préparent longtemps avant, mais entre le mindset que tu as, psychologiquement, la manière où tu sais que c'est signé, tu as une date et effectivement je m'entraîne, mais je sais pas trop si ça va se produire. Là, j'ai envie de voir vraiment 2 mecs qui soient au top de leur forme. Non, pareil. Pareil, et rien ne s'y oppose, et ils ont les moyens de faire les choses bien, donc grosse piécette sur celui-là quand même. Grosse piécette. Alors, quel pourcentage? Là, on est sur de la piécette franchement, je mets 80-90%. Devant Colby contre Ousmane? Ouais, parce que Colby Ousmane, en fait, là, on ne sait jamais ce qui se passe. C'est toujours un nuage de mystère. Les négociations de l'UFC, tout ce qu'on sait, c'est que les combattants ont fort à faire pour ne pas se faire enfler. Mais il y a toujours un nuage de mystère. Mais quand même, là, ce qui transparaît des dires de Colby et de Dana White, parce que
paradoxalement, dans leur version, chacun de l'un et de l'autre, en fait, ça se raccorde finalement assez bien. C'est que visiblement, Colby en a marre de se faire rouler dans la boue, et il a accepté le combat contre Lawler en tant que gage de confiance envers l'UFC, qui était censé lui rendre la faveur ensuite. Et il semble que l'UFC n'ait pas rendu la faveur et continue de n'en faire qu'à sa tête, c'est ce qu'il semblerait. Et donc, en fait, Colby Covington, c'est un peu, sa position est compliquée, parce que d'un côté, tu te dis, on a envie de lui dire, ouais, mais deviens champion et après, tu auras tous les leviers. C'est ce qu'avait fait Woodley. Une fois qu'il était champion, voilà, il a fait ce qu'il a voulu, il a attendu, il a pris son temps, etc. Donc, on a envie de lui dire, ouais, mais deviens champion et ensuite, tu auras tous les leviers. D'un autre côté, c'est compréhensible de son point de vue aussi, parce qu'il a eu le titre intérimaire, on lui a enlevé, il ne l'a jamais perdu. Il rend service à l'UFC en prenant ce combat contre Lawler, et on lui rend pas l'appareil. Donc, c'est vraiment pas évident du point de vue de Covington, parce que voilà, il est dans son prime, il faut qu'il fasse du fric, parce qu'il a qu'une petite fenêtre d'ouverture, il faut qu'il fasse le plus d'argent possible pour se mettre à l'abri ensuite. Et visiblement, les négociations se passent très mal. On sait aussi que Kamaru Usman ne se laisse pas faire dans les négociations, donc ça fait 2 parties prenantes des négociations sur les 3 avec l'UFC qui sont très très dures en affaires. C'est encore possible, il reste 2 mois et demi, mais ça me semble très mal embarqué quand même, quoi. C'est là où je veux en venir. Complètement, mais le problème de ce truc-là, c'est l'UFC ces derniers temps, quand ils ont pu avoir des solutions, on va dire, de backup moins onéreuses, ils ont forcément opté là-dessus. Moi, ce qui me fait peur, c'est que je me dis, si Ousmane et Colby Covington ne se mettent pas d'accord pour l'UFC 245, donc le 14 décembre, je pense que c'est pas maintenant ou jamais, mais ça va être très compliqué pour eux. Et connaissant l'UFC, ils peuvent très bien faire, ok les mecs, on vous met au placard, et on fait un Masvidal Leon Edwards pour la ceinture intérimaire. Ah oui, ils sont capables. Hein. Et ils sont parfaitement capables de faire ça. Hein. Ils sont parfaitement capables. Enfin, faut vraiment se dire. Et les gens qui suivent l'UFC depuis suffisamment longtemps le savent. Putain d'oreille de merde. Mais c'est que, en gros, l'UFC fonctionne vraiment au star power. Et si tu n'as pas de levier en termes de reconnaissance, de notoriété, ils font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, la raison pour laquelle Colby lui ont enlevé sans aucun problème son titre intérimaire, c'est parce qu'ils savaient que ça n'aurait pas beaucoup de remous, ça ferait pas beaucoup de vagues dans le monde du MMA mainstream, en fait, pour les fans casual. Du coup, faut vraiment garder à l'esprit que de toute façon, ils sont parfaitement capables de virer Kamaru Usman et de refuser à Colby Covington un title shot. Tant que c'est pas des Conor McGregor, des Masvidal ou des gens qui ont vraiment une aura dans la pop culture, ils font ce qu'ils veulent. Donc c'est possible. Alors, pourcentage de chance pour Kamaru Colby 50-50 50-50, bien. Et il y a la dernière option, et pas des moindres, mon cher Rust, c'est que Dana White mente, et qui est une espèce de petit lot de consolation avec un Conor McGregor contre Dustin Poirier, ou par exemple Frank Edgar, plutôt Dustin Poirier, parce qu'on se souvient que le plan quand même initial, et c'est pour ça, tu vois, je me dis, l'UFC peut aussi faire ça, le plan initial, c'était quand même de nous faire Colby Covington, Kamaru Usman à l'UFC 244 à New York, et l'autre consolation, c'est Nate Diaz Masvidal, qui, je pense, partout dans la planète, tous les fans préfèrent le lot de consolation à ce qui était prévu initialement. Donc là, on peut aussi avoir ça avec un Dustin Poirier qui, lui, fait vraiment pression. Là, on voit sur Twitter, un peu partout, dès qu'il a l'occasion, il veut la revanche, et il veut combattre le 14 décembre. Et de l'autre côté, il y a McGregor qui dit 14 décembre Dublin, bon ok, il peut faire l'effort. Il peut se dire, je vais aller à Las Vegas. Donc il y a ça, ou bien évidemment le combat contre Gaethje, mais c'est vrai que Gaethje, il y a eu moins de messages de sa part quant à un combat d'ici décembre. Ouais, c'est vrai. Après, Gaethje, il a l'avantage que de toute façon, même s'il y a eu moins de messages et de traction, les gens le connaissent parce que c'est un seigneur de guerre. Donc, ce serait parfait. Et honnêtement, là j'ai bon espoir. J'ai bon espoir parce que Conor, on l'entend. Ouais, on l'entend beaucoup aboyer, mais je pense vraiment là qu'il commence à vouloir revenir. Ouais. Et oui, je vois pas comment est-ce que 14 décembre, il lui reste 2 mois et demi, sa main pétée a eu le temps parce que donc Gaethje Conor était prévu pour août, je crois. Juillet, fin juillet.
Donc sa main, il a pété sa main, elle a eu le temps de guérir. Donc là, il était déjà dans il était déjà dans l'optique de faire un combat. Il avait commencé son camp d'entraînement, c'était Geji, c'était prévu. Donc là, il y est, ça y est, il est dans le bain. Il est dans le bain et je pense que ça fait très très sens le 14 décembre. Donc parfait. Et contre qui, de préférence, mon cher? Entre Dustin Poirier ou Geji? Pour ma part, Geji. Poirier, il n'a pas besoin de ça. Ça me ferait très mal qu'il se fasse battre une nouvelle fois. Ouais, disons qu'on peut le voir, il a besoin de ça dans le sens, au moins il est refait jusqu'à la fin de sa vie s'il fait ça. Là, ouais, Poirier. Et ça ferait plaisir parce qu'il le mérite et que c'est un gars en or. Mais d'un autre côté, je suis plus pour Geji aussi en fait. Ne serait-ce que stylistiquement, parce que vu le nouveau Geji qu'on a vu là contre Cerrone, ce serait vachement intéressant. En plus de ça, parce qu'on connaît le Lascar et Geji, si jamais tu le mets pas KO stiff, il va t'emmener en enfer et j'ai envie de voir ça. Et même stylistiquement, même si c'est plus le même Dustin Poirier qu'en featherweight, je pense quand même qu'encore aujourd'hui, c'est un match-up favorable pour Conor McGregor. Complètement. Donc voilà. Ouais. Entièrement d'accord. Donc Geji, pourcentage. Sachant que c'est compliqué. Ah oui, là aussi. Là, ce que je trouve compliqué avec ça, c'est où est-ce que tu le places sur la carte. Parce que l'UFC mette ça en main event devant Max Holloway, Volkanovski. Non, il le fera pas. Et devant Damien Nunes, tu vois. Et sachant que ça veut dire que tu fais ça en 3 rounds. Alors, c'est une bonne question parce que déjà, ça change tout, hein. Honnêtement. Ça change tout. Mais je pense que ce qu'ils peuvent faire, c'est exceptionnellement parce que de toute façon, Conor McGregor, c'est l'exception. À chaque fois qu'il vient, ils font un truc qui sort de l'ordinaire. Et je les vois très bien faire main event, du coup, un des combats pour le titre, celui qui sera le plus important. Ils le mettent en main event, Conor McGregor et Justin Gaethje. Okay. Et après, en 3e et 4e combat, ils mettent les 2 autres combats pour le titre et ils mettent ces 4 combats-là en 5 rounds. Ah donc, attends, non, ah oui, moi c'était en remplacement. Ah non, mais parce que là, la Terre explose. Pour moi, c'était en remplacement. En gros, il y a 2 combats pour le titre et Conor McGregor. Oh. Oui, non, parce que là, ce serait une dinguerie. Oui, non, mais en plus, au-delà du fait que ce serait une dinguerie, vu ce que vient de faire l'UFC en Australie, en mode ça marche bien cette carte-là, bon, on vous laisse qu'un seul combat, vous êtes content. Voilà. Mais même du coup, si ce n'est que 2 combats pour le titre et un McGregor, je pense qu'ils pourront faire ça quand même. C'est-à-dire mettre le combat pour le titre le plus important en premier, McGregor en 2e. Donc et en co-main event. En co-main event. Et le 3e combat qui serait le 2e combat pour le titre. Et les 3 en 5 rounds. En 5 rounds. Je pense qu'ils en sont largement capables. Ouais. Possible, ouais, tout à fait. Mais surtout que, mine de rien, parce qu'il y avait eu un peu cette même, toute proportion gardée bien évidemment, cette situation-là pour Cerrone contre Ferguson, c'était resté en 3 rounds. Parce qu'après, tu sais, tu avais eu, c'était quoi? C'était Shevchenko contre Jessica Eye et Cerudo contre Moraes. Et c'est vrai que là, ils sont un peu obligés de mettre. Pour moi, ils sont obligés de mettre Conor en main event parce que le problème, c'est qu'à mon avis, tu dois avoir au niveau des audiences, tu auras un espèce de pic pour le 3e combat et ensuite tout le monde va se barrer. Donc même pour eux, c'est pas intéressant. Je vois mal les gens rester après, tu vois. Et puis même, en fait, c'est vrai que tu as raison. Le souci aussi, c'est. De toute façon, ils sont là pour faire de l'argent, comme toute entreprise, l'UFC. Et c'est vrai que même du point de vue marketing pré-combat, si tu mets pas McGregor en gros et en plus gros et en main bill comme sur les posters de cinéma, t'as quand même, et c'est sûr et certain, un impact qui est moindre. Et en fait, maintenant. Et ça ferait pas sens. C'est vrai que le mettre en 3e combat et si lui en gros poster sur l'affiche, pareil, les gens seront. C'est vrai que c'est compliqué. Enfin, si tu mets, du coup, on a dit qui allez, mettons, si tu mets Kamaru Usman, Colby Covington en gros et McGregor en dessous, alors que McGregor en gros a cumulé plus de pay-per-view dans sa vie que toutes les cartes précédentes de tout le monde cumulé sur 10 cartes, ça veut rien dire. En gros, ça n'aurait pas de sens. Donc en fait, non, je pense que tu as raison, je reprends mon raisonnement, et effectivement, c'est évident finalement qu'ils vont mettre McGregor en main event. C'est impossible. Oui, surtout qu'ils peuvent faire une communication. Et d'ailleurs, quand on dit ça, petit point, avant que tout le monde vienne nous allumer, là, c'est pas du tout, en tant que fan de McGregor, là, ce qu'on dit, c'est vraiment factuel. C'est quand vous avez quelqu'un qui a vraiment changé le sport, qui a fait que l'année 2016 de l'UFC a été un énorme succès parce que le mec a battu record sur record sur record sur record.
financièrement, si vous êtes une entreprise, bah, vous n'allez pas mettre. Si vous avez, par exemple, vous regardez aujourd'hui Roger Federer en tennis, les gens ne disent pas, mais Federer, quand il fait un tournoi qui n'est pas un master ou un grand chelem, bah, il prend 1 million. Et ça étonne personne. Pourquoi? Parce que les gens viennent pour Federer et vous êtes sûr que Federer fait ça le compte. Sauf qu'à la différence de Connor, Federer a l'image bah, du père de famille, gendre idéal. Donc forcément, les gens gueulent un petit peu moins parce que ça fait plaisir au papy, aux mamies et puis toute la famille. D'accord? C'est complètement différent. Mais n'empêche, là, beaucoup disent ouais, mais il est mort McGregor. Les gars, quand il va revenir, vous allez le regarder. Vous Ah allez ouais. beau dire oui, il est mort, vous allez le regarder. Et de toute façon, on verra ça très bien nous dans les stats, comme sur Twitter, comme sur Google Search, comme même dans les médias génériques du type l'équipe, enfin Stade 2. Tout le monde va se mettre à parler de McGregor, preuve que le gars fascine toujours autant. Et là, ce qu'on dit, c'est vraiment ça. C'est pas du tout, oui, ok, les performances sont plus là, mais ça reste une méga star. Parce que en fait, c'est ça, de toute façon, je me cache pas que effectivement, j'adore McGregor, j'adore regarder McGregor, j'adore son style. Je déteste la personne qu'il est devenu vraiment, qui est un exemple absolument mais terrible et honteux et immonde. Mais en revanche, il y a un truc qui est indéniable, c'est ce que tu viens de dire, c'est il a fait combien contre Khabib de pay-per-view, 2,6 millions 2,4 millions. Et 2,4 pareil, millions. grâce à lui, Habib est passé de, je crois, 3 millions de followers à maintenant, il est à 16 ou 17 millions sur Instagram. Donc en fait, c'est ça, Connor, c'est l'équivalent du propulseur dans Mario Kart. Le truc, c'est que quand tu as quelque chose que tu peux associer au nom Conor McGregor, parce qu'il est une superstar, il est quasiment plus grand que le sport, McGregor, tu peux pas faire sans lui en fait quand tu es l'UFC. Et 2,4 millions contre Khabib, il a fait plus de 1,5 million contre Nate Diaz les deux fois. Il est devenu plus grand que le sport, donc c'est pas être un fanboy que de dire ouais, il va probablement avoir le slot de main event et tout ça. C'est simplement que voilà, et je sais qu'on tourne en rond, donc je finirai aussi mon truc là-dessus, mais c'est que si t'es un putain de chef d'entreprise et que tu mets pas ton atout majeur dans le truc que tu vends et le package que tu essaies de refourguer à tes clients, bah, c'est que t'as rien compris, quoi. Donc Et c'est vraiment. surtout, pardon, vas-y. Non, non, bah c'est ce que j'allais dire. Je vais recharger mon ordi qui est en train de mourir. Pas de souci, eh bien je vais parler tout seul et surtout ajouter à ça le fait que McGregor vient de perdre. Et donc ça fait que les gens vont forcément être beaucoup plus intéressés parce qu'on se souvient de sa première défaite contre Nate Diaz, quand il y avait eu la revanche, pas au niveau du bilan de Nate Diaz, mais les gens sont tout de suite beaucoup plus intéressés et passionnés parce qu'il y a ce côté au-delà du côté conquérant, parce que souvenez-vous, quand il avait fait l'opération double ceinture, avait légèrement moins bien marché contre Alvarez, mais aussi cette curiosité de « Oh tiens, est-ce qu'il est vraiment fini? Est-ce qu'il joue finalement sa carrière sur ce combat-là ?» Oui, mon cher Rust, ce que je dis à propos de McGregor, c'est qu'il faut aussi ajouter qu'il a perdu son dernier combat, donc les gens vont être d'autant plus passionnés par ça, parce qu'entre les déboires plus le fait qu'il est perdu, ils vont se dire alors est-ce qu'il est vraiment fini ou alors est-ce qu'il va revenir. Donc enfin bref, ça va être un succès garanti, et pour une entreprise comme l'UFC, bah faut mettre ça en avant. En fait, quoi qu'il arrive, c'est la trame scénaristique, et je sais que c'est le monde réel, etc., mais finalement, c'est le monde réel, oui, mais ça reste du divertissement, et on a tous envie, on va au cinéma pour ça, on regarde des séries pour ça, on a envie de voir des trames scénaristiques complexes et de voir comment est-ce qu'elles évoluent parce que c'est intéressant pour nous en tant qu'humains, etc. Et là, même s'il a perdu son dernier combat, même s'il frappe des vieux dans des putains de bars, même s'il pète des téléphones, même s'il est complètement visiblement perdu, le bonhomme, eh ben, on a envie de voir ce qui se passe parce que, comme disait Weidman à propos de John Jones, c'est parce que, en gros, tu peux avoir des pires déboires dans ta vie. Si jamais tu en reviens et si jamais tu arrives à avoir une espèce d'histoire à la Rocky et que tu arrives à te sublimer après, eh ben en fait, les gens oublient. Ça vraiment, il faut se dire que les gens oublient. Et en plus de ça, en plus du fait qu'il a une opportunité d'avoir une histoire incroyable et que les gens, auxquels les gens disent il est mort, on n'en peut plus, il est insupportable et tout, et c'est vrai, mais n'empêche qu'il a encore largement la possibilité d'avoir de complexifier et de rendre son histoire encore plus intéressante. Et je dis pas ça en tant que fanboy, parce que je suis pas un fanboy, enfin j'espère pas, mais simplement c'est vraiment objectivement ça. Il a une opportunité d'avoir une histoire intéressante. Et c'est pour ça que, comme disait Britney Spears, il n'y a pas de mauvaise publicité. Et là, il a fait que grossir sa renommée, donc c'est une mauvaise renommée, mais il n'a fait que la faire s'amplifier. Donc là, s'il revient, encore plus de gens, si c'était possible, qu'avant, connaissent maintenant le nom de McGregor. C'est vraiment ça qu'il faut se dire. D'autant plus que là, il y a aussi la presse, on va dire, tout ce qui est médias qui sont peu favorables au MMA, qui vont bien évidemment se jeter dessus.
sûr. Espérer la défaite de Conor McGregor pour dire regardez l'étendard du MMA, regardez cet immonde merde, c'est encore perdu. Donc forcément, on peut vous assurer que les gens vont devenir complètement dingues quand il reviendra. Et pour moi, il faut aussi qu'il revienne en décembre, parce que s'il ne revient pas en décembre, on va pas dire que ça sentirait mauvais, parce que ça voudra surtout dire que les négociations avec l'UFC sont véritablement très compliquées avec McGregor, si c'est pas bien évidemment son problème de main. On va dire que s'il est à 100%, comme le laissent supposer les images qu'il pose sur les réseaux sociaux, bah, ça veut dire que les négociations sont compliquées, qu'il n'aura pas combattu en 2019, donc ça veut dire 2020, à moins qu'il le mette sur le premier pay-per-view de janvier. Bon, ça, à mon avis, ça va être compliqué parce qu'il y a la NBA, il y a la NFL, il y a tous ces trucs-là, donc il y a pas mal de concurrence. Ça veut dire que tu repousses ça à février-mars. Ouais. Comme on en parle à chaque fois de McGregor, bon, j'ai pas envie, tu vois, qu'on ait une espèce de sale version de McGregor qui revienne. Donc. Ouais, non, pareil. Là, ça fait trop longtemps, on le dit à chaque podcast et on commence à en avoir marre. Là, on a vu, parce qu'on sait qu'il était censé combattre Gaethje, qu'il y a une opportunité. Faut battre le fer pendant qu'il est à peu près tiède. Donc là, il faut y aller, quoi. Et puis au-delà de ça, s'il combat pas, je pense que ça veut sûrement dire aussi que le main event aura été Khabib contre Tony Ferguson et l'UFC pourra changer de plan. Mais tu sais, tu peux pas, au niveau marketing, miser sur Conor McGregor et en même temps déjà faire la promotion d'un combat JSP contre Khabib. Ouais. Parce que c'est le genre de combat qui dépasse tellement leur sport que tu sais que les gens vont claquer ces fameux $65 en pay-per-view, plus l'abonnement ESPN, puisque c'est ça maintenant, ESPN+. Donc tu te dis... les gens vont pas claquer 2 fois cette thune-là. Donc, les gens qui ne regardent jamais le MMA. Donc, niveau clair. Communication, comme il faut tabler sur un seul truc, je pense que pas le train sera passé, mais ça veut dire que tu auras McGregor en juillet. Et là, ça fait sans combattre à 31 ans, bientôt 32, bon. Ouais, non, c'est clair. Un petit peu mauvais, bien. Donc voilà, donc c'était pour le 3e méga fight de cette UFC 245, mon cher Rust. On annonce tout de suite une vidéo qui va sortir lundi en soirée. On va faire un bond dans le futur. En 2000 quoi 2000... Vous choisissez la date, mon cher Rust. En fait, vu la vitesse à laquelle ça va et vu qu'on a une bonne chance d'avoir une putain d'apocalypse blackout... 2024. Moi, je dirais, allez, mettons, 2030. À quoi ressembleront les fighters en 2030 si jamais il y a du transhumanisme, de la cybernétique et tout ça? Et attention, on va avoir travaillé le sujet. Donc voilà, lundi 21 septembre, 22, on est le 23 septembre, très précisément, aux environs de 20h. Le super chat, le 28 septembre, samedi, vers 15h. Attention, on est lancé. Bien, mon cher Host, à la prochaine. Allez, à demain, Guillaume. À demain. Soit.